Bonjour à tous, bienvenue à cette troisième émission déjà du Blaireau et du Corbeau. On vous réserve une émission incroyable aujourd'hui, une émission qui va être attendue de tous. On va aborder deux thèmes qui sont quand même reliés, qui sont quand même assez rapprochés, mais si différents. Donc, de quoi on parle aujourd'hui au Blaireau et au Corbeau? On va parler de l'extrémisme, on va parler de la gauche et de la droite et de quelle façon se consolide leur extrémisme, qui représente l'extrémiste de gauche, l'extrémiste de droite, la gauche radicale, la droite radicale, tant de termes, tant de visions, tant d'émotions qui est relié à ces deux extrêmes-là. Donc, on va traiter des deux. Ça va être nos deux thèmes d'aujourd'hui, la gauche extrémiste et la droite extrémiste. Donc, on va bien sûr commencer avec the obvious one. On va commencer avec la gauche extrémiste. Mon cher Corbeau, parle-moi donc de la gauche extrémiste. Introduis-nous à cette gauche extrémiste. Ma chère, c'est toujours un plaisir de t'entendre parler durant nos nuits nocturnes. Bon, je viens de faire quelque chose d'assez rond ici. Alors, la hard left, on a souvent parlé de la hard right, mais pourquoi on commence avec l'extrême gauche? C'est que finalement, elle est beaucoup plus présente dans nos universités, dans nos cégeps. Alors, je commencerai par le sectarisme. Hein? C'est quelque chose beaucoup qui porte sur le dogme, sur la pensée unique et sur le sentiment. Alors, parlons de cette grande messe qui est la révolution contre la bourgeoisie, péter des gueules aux néo-nazis, bref, aux capitalistes. Hein? C'est ce qu'on entend plus souvent. Les gens d'extrême gauche qui finalement s'introduisent de plus en plus dans nos associations étudiantes et qui font de leurs intérêts une primauté. La démocratie étudiante étant le socle de leur militance. Comme quoi les étudiants doivent lutter contre le système capitaliste qui marchandise notre économie et notre éducation. C'est un peu circulaire encore là, mais c'est ce qu'on entend. Pourquoi donc ces étudiants d'extrême gauche, communistes, anarchistes, bordiguistes, trotskistes, léninistes, marxistes-léninistes, stalinistes, maoïstes, j'en passe, il y a tellement de déviance, j'ai dit déviance, en fait, de schisme dans cet idéal-là. Pourquoi les étudiants d'extrême gauche ne défendent-ils pas l'étudiant point? Parce que ça ne sert pas à leurs intérêts. Et donc, ça ne sert pas à leurs idéal qui est la révolution, le grand soir. C'est intéressant, mon cher, comment tu approches ça, cette vision d'extrême gauche. Et bien sûr, actuellement, elle est énormément reliée à la population étudiante. Et je retiens dogme dans ce que tu as dit. Et j'aimerais te relancer justement, en fait, je suis d'accord avec tout ce que tu me dis là. Et puis c'est intéressant d'aborder la clientèle étudiante et de voir que même à l'intérieur de cette clientèle étudiante-là, lorsqu'on parle d'universitaires, surtout là, parce qu'on retrouve des militants activistes un petit peu plus radicaux au sein des institutions universitaires, j'aimerais avoir ton avis, même si je sais à peu près déjà la réponse. Il y a une séparation qui se fait. On peut vraiment faire une différence dans certains domaines d'études où il y a plus de militants et d'autres domaines où il y en a beaucoup moins. Donc, ces militants qu'on associe à la gauche extrémiste, ces militants qui défendent des idéaux révolutionnaires et progressistes avec violence et avec parfois là, des moyens contradictoires, on va y revenir tout à l'heure, j'aimerais que tu me parles justement du lien avec le domaine d'études. Est-ce qu'il y a un lien à faire avec ça, avec ce qui leur est enseigné? C'est sûr qu'on peut relier davantage des étudiants de sociologie, d'histoire, notamment parce qu'ils ont la littérature à leur portée, et aussi parce que, leur domaine favorise justement la lecture de ces œuvres de Marx, de Weber, de Engels, de tout ce qui touche finalement les mythes de la société. Je dis bien les mythes parce que quand on parle de sociologie, je sais que mon père, il va pas m'aimer par rapport à ça, parce que c'est un petit peu là-dedans. C'est que la sociologie étudie finalement la société dans son ensemble, alors que par exemple la psychologie étudie l'individu. Alors c'est sûr qu'on va entendre le structuralisme, on va entendre le marxisme, on va entendre tout ça qui sont non seulement des études, mais des idéaux. Alors finalement, quand un idéal devient étude, quand une étude devient idéal, c'est nécessairement ça qui se produit.
Et souvent, quand on parle de champ d'études, quand on parle d'idéologie, on parle de lunettes. Bon, on entend que aussi, il y a 2 think tanks économiques au Québec qui se font plus entendre de l'un que l'autre. Il y a l'IRIS, je ne sais plus comment ça s'appelle, là, mais Centre d'études et alternatifs économiques, tout ça, beaucoup plus à gauche. Et tu as aussi l'IEDM, l'Institut économique de Montréal, qui est beaucoup plus à droite. Les deux utilisent nécessairement une lunette différente, mais c'est des think tanks. Donc forcément, ils vont avoir une conclusion qui vont être qui vont pencher à leur balance. Mais ils utilisent des critères scientifiques pour ça. L'écologie comme économie, d'autres ne l'utilisent pas comme outil, mais bien comme arme. Et ça, c'est 2 choses différentes. Si on dit une approche keynésienne en économie, on va appliquer finalement l'outil keynésien. Pourquoi l'État devrait intervenir? Alors que si on utilise la lunette marxiste, on va nécessairement dire que le produit de l'histoire est finalement dirigé par les ouvriers, les classes, etc., etc. Mais on peut, j'ajoute une nuance, on peut être marxiste et d'être nuancé aussi. Mais on s'entend aussi que les étudiants qui se réclament marxistes vont pas nécessairement avoir tout lu la littérature et du moins, je sais pas si beaucoup entendent bien le discours dans Le Capital, mais je pense que la plupart d'entre eux ont pas mal plus lu le manifeste du Parti communiste que Le Capital. Je veux dire, beaucoup plus facile, beaucoup plus idéal, beaucoup plus formel, plutôt qu'une analyse économique. Mais on est marxiste à tous les sauces. J'ai vu une caricature sur Internet que tu vois, c'est un libéral qui check avec des lunettes de libéral, il voit la société avec ça, puis il voit un paquet de nazis, alors quand il enlève ses lunettes de libéral, ben finalement c'est une société bien normale. On s'entend qu'on est dans la caricature aussi, là, c'est dans l'exagération. Mais la lunette marxiste, la lunette, l'idiome finalement de gauche ou de gauche radicale, va nécessairement avoir des conclusions beaucoup plus fondées sur ces analyses antérieures. Oui, effectivement, tout ça est très intéressant. Puis, ça me fait penser justement, la gauche extrémiste est de plus en plus atteinte par des contradictions qui sont assez flagrantes. Je veux justement revenir là un petit peu plus à la base. Je trouve tellement que la gauche extrémiste utilise des moyens qui sont complètement contraires à l'idéologie de base. Puis ça, je l'ai dit souvent dans mes capsules, là. La gauche, c'est le collectivisme, c'est le socialisme, donc c'est le vivre ensemble, l'égalité, le fait de prendre en compte son prochain puis de le respecter. Puis, ce qu'on voit avec la gauche extrémiste, c'est une violence, c'est un non-respect de l'autre, de l'opinion de l'autre, et c'est une violence pour accéder à la paix, et en tout cas, c'est complètement contradictoire. Puis, j'aurais aimé ça t'amener dans une direction, justement, la justice sociale, telle que présentée par la gauche extrémiste, donc ce qu'on appelle là, les social justice warriors. Est-ce que c'est possible réellement de vivre dans une société qui applique la justice sociale plutôt qu'une une justice individuelle, donc une justice qui tient compte là, des circonstances et non des caractéristiques de l'individu qui font qu'il a été discriminé pour X raison. Donc la justice sociale, est-ce que c'est vraiment possible? Est-ce que c'est quelque chose d'envisageable? Parce que là, on s'entend que la gauche extrémiste, souvent, ça relève de l'utopie. C'est une vision idéaliste de la société qui se peut pas et qui est même pas envisageable. C'est un rêve éveillé. On parle d'extrême de gauche. On parle d'extrémiste de gauche. Donc, forcément, on dépasse les volets de la démocratie, de l'état de droit. Et finalement, qu'est-ce que veut l'extrême gauche? C'est-à-dire, bon, l'anarchisme, le communisme, bon, tout ce qui se passe dans l'anarcho-syndicalisme, l'anarcho-chose, ben, c'est la dictature du prolétariat. Ou du moins, un État pour devenir plus un État. Bref, il y a tellement de schismes qui ne s'entendent pas par rapport aux autres. Même déjà là, ils se disent avant-garde, ils se disent minorité agissante, ils se disent, bon, finalement. Alors, tout ça pour dire aussi que cette justice sociale-là est dans leur conclusion, c'est l'égalité pour tous. L'égalité ou l'équité. Donc, on veut forcément niveler tout le monde. Tout le monde dans un même spectre. Je voudrais t'enchaîner dans le même sujet. Bon, l'extrême gauche
à l'université, au collège, pourquoi ces militants qui, bien intentionnés, du moins ce qui sont bien intentionnés, c'est une autre histoire, pourquoi ils bloquent le débat social? Pourquoi ces discours finalement régressifs, ces discours radicaux, ces discours qui vont s'approcher de la violence touchent-ils nos universités? Et pourquoi ils ont une prédominance aussi dans les associations étudiantes? Pourquoi? Voilà. Oui, c'est exactement ça. Puis j'aimerais qu'on prenne un exemple un petit peu plus concret, donc qu'on aille dans le pratique là, plutôt que le théorique. Un groupe ciblé de militants activistes de gauche dont on parle tout le temps, là, c'est le plus représentatif, je dirais, là, de la gauche extrémiste, ce sont les féministes. Et par féministes, faut toujours que je spécifie parce que les gens sont incapables de faire, d'allumer quand je dis ça. Donc, je ne parle pas de l'entièreté du mouvement féministe, mais bien de la branche plus radicale. Et certains vont me contredire en disant « Mais non, c'est pas des féministes, ça là, c'est des hosties de folles. » Ben écoute, dans la droite extrémiste et dans la gauche extrémiste, lorsque tu as des gens plus radicaux et violents, ils sont quand même associés aux idées de la gauche ou de la droite. On peut pas les dissocier complètement, là, c'est sur un continuum. Donc oui, ces femmes-là prétendent appartenir au mouvement féministe. On peut pas les détacher de ça nécessairement, mais on peut dire que leurs moyens s'éloignent un peu justement là, de l'idée de pacifisme et d'égalité entre les sexes. Mais j'aimerais ça qu'on traite du féminisme, et à quel point c'est en train de l'échapper complètement. C'est un exemple assez criant de la gauche extrémiste et jusqu'où des femmes et des individus peuvent aller pour faire valoir un point. Et justement, ça devient une dictature de l'égalité des sexes et ça n'est plus l'égalité. C'est vraiment un dépassement de la femme, de ses avantages, de ses besoins, de ses désirs pour finalement minimiser les besoins de l'homme, les nier complètement. Donc le féminisme, j'aimerais ça que tu m'en parles un petit peu. Oh là 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 là. Là, mes neurones s'émoustillent. Pas d'enthousiasme, non, mais d'idées. Bon, on parle de féminisme. On parle de la third wave féministe, finalement, de la troisième vague de féministes. Je le dis bien, féminisme est accroché à l'extrême gauche et non pas à l'extrême droite. Pourquoi? Mon hypothèse étant la suivante. Se pourrait-il, en fait, non, je vais le dire comme ça. Je crois que finalement, le féminisme de la troisième vague a englobé les anarchistes et les communistes, entre eux, que ce soit PCR ou UCL, bon, Parti communiste révolutionnaire, Union des communistes libertaires, bref, ces associations qui furent très puissantes à l'époque de 2012-2008. Par où commencer, mon Dieu? Même si j'avais un plan, même si j'étais plus organisé dans mes idées, avec moins de caféine, moins de fatigue, j'aurais probablement la même confusion. Se pourrait-il que les gens plus radicaux, plus criards, se fassent plus entendre que ceux qui sont plus modérés? On s'entend, les premières vagues, les deuxièmes vagues, c'était la femme pouvait aller voter, la femme pouvait aller travailler, bon, elle s'installait dans la société, l'équité salariale, tout ça. Le féminisme, que la plupart rejoignent quand même, je veux dire, on ne peut pas se dire contre ça. Et là, c'est devenu un peu plus... Il y a eu une divergence d'opinion avec ces femmes-là. Non, il faut aller plus loin. Il faut aller plus radical. Il faut... les femmes là, qui se dénudent, par exemple, dans une église à Moscou. C'est incroyable. Je veux dire, on bouscule. Avant, dans les universités, dans les facultés des lettres et sciences humaines, majoritairement, on voyait des tracts ou des affiches corroborant le discours prolétarien, le discours estudiantin contre l'oligarchie, contre le capitalisme. Maintenant, les images ont été, remplacées par des images des LGBT, ARQ ou je sais plus trop quoi, des associations pour la défense des droits et libertés des homosexuels et tout ça, avec celle des féministes de la troisième vague.
Donc avec des discours qui, je crois, ne m'apparaît pas comme étant majoritaire, du moins. Au moins, si on peut s'en soulager. Et, ouais, je vais y aller comme ça. L'hystérie, hein? L'hystérie qui était écrite par Joseph Bauer et Sigmund Freud, il y a de ça de très longues années, touche les militants d'extrême gauche autant que des militants d'extrême droite. C'est une frénésie, c'est un caractère explosif de devoir faire la révolution, de devoir supprimer les autres races. Bon, on parlera ça plus tard avec l'extrême droite, parce que la alt-right et les néo-nazis existent aussi. Je veux dire, on se consacre davantage à l'extrême gauche pour l'instant. Je voudrais insister aussi sur l'émotivité que ces radicaux-là transportent avec eux. Nietzsche décrivait les manifestations, les grands revendicateurs comme de grands comédiens. Parce que c'est une grande comédie, finalement, c'est un grand théâtre. Le grand philosophe Nietzsche qui parle aussi des foules aux prises des passions. Quand on est aux prises avec nos passions, on n'est pas du tout dans le raisonnement. On n'est pas toujours dans la réflexion. On est dans la réaction. Alors, si la réaction porte atteinte au jugement, il porte atteinte aux formes aussi de gestes qui sont posés par eux. Et d'entendre quelqu'un parler de sa révolution, s'il y a un autre discours qui vient porter atteinte à ses idéaux, il y a réaction immédiate. Tu ne comprends pas. Oui, j'aime bien les deux termes que tu as employés, donc hystérie et frénésie. Puis on se rappelle que l'hystérie est un terme qui était associé justement à la féminité et à la folie de la femme. Donc c'était typiquement féminin comme terme là, pour désigner la folie féminine. Puis je veux revenir justement là, quand tu dis est-ce que parler plus fort, est-ce que revendiquer plus fort, ça nous amène à nous faire écouter davantage. Moi je suis d'avis que pas du tout. Oui, on se fait plus entendre, mais est-ce qu'on se fait plus écouter? Donc, est-ce que notre discours se fait assimiler ou tout ce qu'on fait, c'est faire du bruit qui résonne et il n'y a rien qui se produit après? Donc, j'ai toujours eu comme idée, comme réflexion que la révolution, ou en tout cas quelque chose de plus rationnel, donc les avancées qu'on va faire dans une cause vont mieux se faire dans la rationalité et dans justement le fait d'être calme, posé et d'avoir de la classe. Donc si on regarde des pionniers ou des grandes figures d'avancement là, dans certains groupes sociaux, chez les Noirs, par exemple, Martin Luther King, on a un homme qui a de la prestance et aussi des féministes là, de renommée, pas les féministes de merde qu'on a là, pas les petites madames féminines, puis en tout cas nos petites filles qui se dénudent, là, mais les grands personnages de groupes sociaux qui ont avancé étaient rarement des orties de Mongols. C'était rarement des personnes qui criaient trop fort, qui dérangeaient. L'hystérie, tel qu'on peut l'avoir aujourd'hui, le fait d'être un hostie de fucké puis de crier partout, ça ne mène à rien, à part justement un comportement extrémiste et un comportement enfantin. Donc, on crie pour avoir ce qu'on veut, c'est carrément immature, ça ne mène à rien, ça ne fait pas de toi un adulte ni quelqu'un de révolutionnaire. Donc ça, c'est mon avis à moi là-dessus. Puis j'ai l'impression aussi là, qu'avec la gauche extrémiste, non seulement chez les féministes, mais beaucoup chez les féministes, mais chez les justiciers sociaux en général, il y a un véritable langage qui se crée. Cette communauté-là va adopter des termes qui ont juste pas d'allure. T'en parlais avec les LGBTQSW++5 verso Capricorne. Il y a vraiment un langage qui se crée, donc la vibe actuellement, c'est les POC. Ça me fait tellement rire, POC, c'est ridicule. People of color, white privilege, mansplaining, cisgenre, hétéronormatif, non-binaire. Donc, on a tellement de termes employés qui veulent rien dire et j'ai l'impression que pour eux, ça les consolide là-dedans, ça les encourage. Ils ont l'impression d'être plus professionnels et plus posés avec un langage comme ça, alors que ça ressemble juste à du jargon de secondaire 4 utilisé pour parler en code dans la classe de français pour pas que tu te fasses pogner par la prof. Ça me dépasse. Oh mon Dieu que c'est beau ce que tu viens de dire là. Écoute, les néologismes de l'extrême gauche. Mais bon, pour ceux qui nous entendent, qui sont pas à l'université, qui sont pas au collège, mais qui sont dans des carrières, qui sont dans des jobs, qui sont loin finalement de l'épicentre de la grande militance,
Ben, pour faire simple, ces gens-là utilisent, bon, comme le blaireau l'a si bien décrit, des nouveaux mots. Et ces mots-là, non, mais elle m'enlève les mots de la bouche, pour faire un mauvais jeu de mots. Ces mots-là qui leur donnent, elle l'a bien dit, qui leur donnent une forme de professionnalisme. On professionnalise la grande révolution féministe, la grande révolution bolchevique, ou je sais pas trop quoi. Juste une petite parenthèse à nos auditeurs. Vous voyez qu'on rit pas beaucoup aujourd'hui. Peut-être à cause de la fin de session, à cause de la fatigue accumulée, peu importe. Mais ce sujet-là nous touche tout particulièrement, et même émotivement. Parce qu'on est des individus, elle et moi, bien intentionnés. Bon, oui, on n'est pas polarisant. Oui, on n'est pas polémiste. Mais au moins, on veut pas lutter contre les gens. On veut lutter contre les principes qui en assassinent d'autres. Et quand on se fait bloquer par arrogance, par condescendance et par vantardise du « moi j'ai lu ça, écoute, je connais ça, moi je connais la pauvreté, je la vis », alors que la personne n'a fait que lire des lignes de com provenant de Parti communiste, ça me fait chier. Parce que ces gens-là se disent encore mieux intentionnés. Bon, je me perds dans mes mots. Se disent au-dessus de la raison et que les gens sont des taouins et qui ne croient pas finalement à l'intelligence des citoyens. Ah oui, j'ose ajouter aussi que la majorité s'en fout bien de vos néologismes, s'en fout bien de votre bonne intention. Tout ce qu'ils voient, c'est les gestes. C'est les gestes posés. Quand on voit des manifestants bloquer un pont, bon, ça va avoir l'air populiste ce que je dis là. Je me réfère à notre première émission. Mais ils voient des gens qui bloquent un pont. Ils voient des gens qui les bloquent, point. Donc si on bloque un discours, si on bloque la libre pensée, là, je ne veux pas parler nécessairement de la liberté d'expression. La liberté d'expression a le dos large en Simonac. Mais du moins la libre pensée. Pourriez-vous laisser les gens penser et non de leur inculquer votre énorme savoir, aussi prétentieux soit-il? Peuvent-ils s'informer par eux-mêmes? Puis c'est ce que je trouve le plus ahurissant là-dedans, c'est qu'ils réussissent à réduire au silence d'une façon tellement malhonnête. Par exemple, si on parle, on traite d'un sujet X sur Internet et on a une personne, par exemple, une personne noire qui va venir commenter et qui va immédiatement invalider l'opinion sur le sujet parce que cette personne même est noire, donc elle connaît la situation. Par exemple, on traite d'un sujet qui touche là, les Afro-Américains, par exemple. Donc, puisque ça touche à la communauté de cette personne-là, l'opinion d'autrui, autrui n'étant pas noir, est automatiquement invalidée. Et ça, on voit ça beaucoup chez les féministes aussi. Tu n'es pas femme, donc tu ne commentes, point. On voit souvent aussi pas d'utérus, pas d'opinion. Ça, c'est-tu dégueulasse comme raisonnement? C'est-tu ridicule? Puis on peut même pas argumenter avec ça parce que ce n'est pas un argument. Donc on ne peut répondre à ça qu'avec des conneries, qu'avec du troll. Ça enrage encore plus ces féministes radicales-là. Donc elles se demandent parfois pourquoi on réduit au ridicule leurs interventions et leurs arguments quand elles-mêmes utilisent une logique de merde pour invalider l'opinion d'autrui ou le fait d'avoir des privilèges, check tes privilèges, c'est une façon d'invalider l'adversaire qui est tellement primitive et immature. Qu'est-ce que tu veux répondre à ça, tu sais? Voilà, tu viens de le dire avec un exemple assez concret. Et j'enchaînerai par dire que l'extrême gauche, comme l'extrême droite, s'articule autour d'une victimisation. Comme si, là je m'en vais loin là, je sais pas si vous allez me suivre, comme si ces deux pans idéologiques extrêmes s'articuleraient autour du judéo-christianisme. Je m'explique. Ces deux religions-là, pour la plupart, se disent s'excuser d'exister. Et sinon, de prêcher par le martyre. Donc, on va dire celui qui souffre plus entend mieux. Et là, écoutez-moi bien là-dessus. J'ai l'impression que féministes, comme néo-nazis, comme communistes, comme anarchistes, pour la plupart, se disant les martyrs de la société,
Donc, ils ont plus raison. C'est ce que j'entends, moi. Donc, je suis noir. Si tu argumentes contre moi, tu es un raciste. Je suis une femme. Si tu argumentes contre moi, tu es un misogyne. Si je suis juste... C'est ça qu'on entend, je veux dire. Et les gens qui nous écoutent, qui sont loin des internets ou qui sont loin, du moins, des universités, des collèges, c'est ce qui s'en vient. C'est ce qui s'en vient. Outre ces lieux-là, avez-vous envie, de vous faire pogner à la gorge en disant non, t'as pas le droit de t'exprimer? C'est là l'idée de la liberté d'expression. Et par contre, il y a un schisme là, dans l'extrême gauche. De plus en plus, on va voir des gens qui font, on est écœurés de ça. Là. On peut-tu laisser le débat faire le débat vivre de façon naturelle? Regarde, je cite au moins le professeur Baillargeon, que j'adore beaucoup. On n'est pas d'accord sur tout, là, mais extraordinaire personnage. Si on veut un tissu social, si on veut une justice sociale, si on veut l'équité, est-ce qu'on peut laisser le débat, le libre arbitre, la libre entente et les discussions se laisser aller, sans pour au moins s'attaquer à la personne, sans pour au moins s'attaquer aux valeurs d'autrui, mais bien à leurs idées? Je sais que je dis des choses que 30 millions ont déjà dit avant moi, mais c'est important que ce socle-là se fasse entendre. C'est ça que je veux dire. Je sais pas. J'ai envie de parler d'extrême droite présentement parce que j'ai l'impression qu'on bâche juste sur l'extrême gauche, mais moi je bâche sur tous les idéaux. Parce que tous les idéaux, il y a des déviances et ça finit sectaire. L'extrême droite maintenant. Si tu veux bien, sinon tu couperas ce que je suis en train de dire, puis on continuera à parler d'extrême gauche. C'est toi qui manœuvre. Oh, à moins que tu veux pas couper là-dessus. En tout cas, bref. Petite parenthèse, à nos auditeurs. Si j'ai l'air si essoufflé, c'est parce que quand je parle, soit au téléphone, soit avec un appareil, je me mets à marcher de tout bord de côté. Fait que ça fait que j'ai l'impression de courir le marathon. Et étant fumeur, oui, malheureusement, les poumons ne sont pas aussi performants qu'un athlète olympique. Point. Alors, comme tu as bien glissé et vogué vers notre deuxième thème, je vais donc introduire le thème sur l'extrême droite. Là, on change de cap un petit peu, mais la mécanique reste la même, évidemment. Donc, tu parlais de qui souffre plus que l'autre, martyr, etc. Et j'aimerais qu'on commence dans le concret, qu'on commence avec justement un exemple qu'on connaît bien, qui incarne bien l'extrême droite au Québec, telle qu'on la connaît, l'ultranationalisme et bien sûr l'islamophobie. Donc ça, c'est notre réalité, c'est dans notre vie de tous les jours, on le voit de plus en plus sur les réseaux sociaux. Donc l'islamophobie et l'ultranationalisme, j'aimerais ça que tu nous en parles tel quel, comment c'est représenté au Québec et les types d'individus là, qui adoptent ce discours-là. J'en ai parlé à mes amis Facebook sur message privé. On fait oh, tu vas parler d'alt-right, ok, c'est ça. Bon, on s'imagine bien que ceux-là se représentent bien dans la alt-rightitude. Bon, par trois volets. L'extrême droite, c'est-à-dire les néo-nazis, les néo-fascistes, c'est tout ce qui le spectre le plus, comment dire, plus radical que les autres. Mais pourquoi de droite, je comprends pas beaucoup, parce que les nazis, on s'entend que l'État était là, etc. Qu'est-ce qui était de droite chez les nazis? Pas grand-chose, mais bon. Et la alt-right, c'est-à-dire la alternative right, bon, la droite populiste et la droite identitaire. Bon, elle est représentée où? Elle n'est pas représentée, je te dirais, dans les universités, mais bien sur les internets. Hein? Avec les memes, avec les images, les caricatures. Mais tout comme l'extrême gauche qui pointe du doigt le capitalisme, le masculinisme, ou bon bref, tout ça, l'extrême droite, c'est l'autre. C'est l'autre qui est le problème. C'est l'immigré. C'est la culture non traditionnelle. C'est la modernité. C'est ça qu'on pointe du doigt à l'extrême droite. Bon, au risque de me faire assassiner froidement par ceux-là, est-ce qu'on peut dire que la Meute, les Insoumis, le RRQ, ou bref, toutes ces associations-là sont d'extrême droite, ou sont de droite populiste, où penses-tu que ces organisations
vague aussi soit-elle, pardon, sont. Voilà. Il manquait un verbe dans ma phrase. C'est tout de même difficile à établir. La Meute est un bon exemple là, de groupe d'extrême droite, de groupe qui est associé à l'extrême droite actuellement. Mais ce type de groupe aime beaucoup jouer avec les frontières idéologiques, donc ne se réclame pas nécessairement violent et fermé à l'autre et anti-multiculturalisme. Mais en même temps, leurs actes, vont être considérés par plusieurs comme des stratégies identitaires, des stratégies de manipulation populaire, justement, pour qu'on se tourne vers une vision plus fermée. Donc, on se ferme à l'immigration, on se ferme à tout ce qui implique, les réfugiés, justement, là, les lois sur l'immigration. Et on joue beaucoup avec la peur. Donc, une peur qui, oui, peut être justifiée, peut être rationnelle. Par contre, cette peur-là, faut pas qu'elle devienne démesurée et qu'elle prenne toute la place. Donc, l'immigration, c'est quelque chose d'important pour un pays comme le Canada, là, qui est multiculturaliste. Et on joue sur les peurs, justement, avec les attentats qui se produisent, qui sont très médiatisés. Donc, ça donne l'impression que les djihadistes font la majorité des attentats, alors que ce n'est pas le cas. Donc, on joue vraiment sur ce qui est présenté dans les médias et on va s'en servir pour créer une peur collective. Et là, on parle de la Meute et ultranationaliste québécois, là. Mais justement, ça s'illustre de plusieurs façons. L'extrême droite, je dirais que je suis pas très... je ne m'y connais pas vraiment là-dedans, mais c'est ma perception de la chose. Je voudrais ajouter aussi que ce temps idéologique-là, radical, s'articule aussi autour des théories du complot. On peut en citer quelques-uns, comme la théorie du grand remplacement, le White Genocide. Ça veut dire que les immigrants vont remplacer les citoyens, par exemple, du Québec, parce que les Québécois ne font pas assez d'enfants, donc on va se retrouver avec une société de Noirs et de musulmans, tout simplement parce que, le taux de natalité n'est pas à son comble. Et, par exemple, on cite la alt-right, mais c'est quoi la différence entre la alt-right et l'extrême droite? C'est que l'extrême droite, ils disent « je suis anti-race ». La alt-right, je suis anti-immigration. Mais est-ce qu'on est raciste parce qu'on est anti-immigration? Certains disent que oui, certains disent que non. Et est-ce qu'on regarde, par exemple, en France, le mouvement de Marine Le Pen, qui d'ailleurs est candidate aux élections présidentielles françaises, s'articule autour de la droite populiste, la droite identitaire. C'est-à-dire, on est pour la souveraineté nationale, on veut fermer les frontières parce que on veut aider davantage les nationaux avant d'aider ceux qui viennent d'ailleurs. Et les gens disent qu'elle est raciste, ils disent que finalement c'est un mouvement qui est d'extrême droite. Moi je serais pas d'accord avec ça. Les extrêmes droites, c'est plutôt les néo-nazis, ceux qui sont contre les musulmans, ceux qui sont contre les juifs. Finalement, eux qui veulent un bouc émissaire absolument. Et curieusement, il y a des néo-nazis qui, c'est surtout très médiatique en France, là, baquaient le Front National, qui auparavant était tenu par Jean-Marie Le Pen, qui était vraiment anti-juif, anti-musulman, et il disait que les concentrations étaient un détail de l'histoire, etc. Là, on n'assiste plus au même Front National. J'illustre l'extrême droite, la droite populiste, etc., parce que le Front National est attaqué de tous bords, de tous côtés présentement, et on a de la misère à le situer. Regardez une manifestation de néo-nazis, ils arborent les crânes rasés, des signes runiques qui font penser à la culture germanique, viking. C'est bien beau d'ailleurs, je veux dire, c'est bien esthétique, mais l'idée de l'arien, du blanc, chrétien, catholique, bref, protestant. Le Ku Klux Klan est d'extrême droite également. Alors ces minorités-là veulent anéantir l'autre. Alors que la alt-right veut se dépasser. C'est pas clair, la alt-right. C'est pas clair. Regardez une manifestation de néo-nazis, ils arborent les crânes rasés, des signes runiques qui font penser à la culture germanique, viking. C'est bien beau d'ailleurs, je veux dire, c'est bien esthétique, mais l'idée de l'arien, du blanc, chrétien, catholique, bref, protestant. Le Ku Klux Klan est d'extrême droite également. Alors ces minorités-là veulent anéantir l'autre.
alors que la alt-right veut se dépasser. C'est pas clair, la alt-right. C'est pas clair. Et là, vous me voyez un peu entre deux feux, là, ou entre l'arbre et l'écorce, en faisant comme... Qu'est-ce que c'est ça? Je veux dire, ça joue sur le flou. Et même l'extrême droite joue sur le flou également. Je veux dire, en France, on voit également des soupes populaires au port qui sont financées par des associations d'extrême droite. J'insiste sur le port. Parce qu'on va filtrer les vrais pauvres, les pauvres français, et on va filtrer d'après ce qu'ils mangent. Vous voyez? Ça, c'est particulier. Donc, on ne veut pas nourrir les pauvres musulmans, mais les pauvres français catholiques blancs. C'est assez particulier, hein? Ah ben tu vois, tu m'apprends quelque chose sur la soupe populaire. C'est un très bon exemple justement de comportement qui est fondamentalement raciste. Donc, qui est raciste? On a de la difficulté à reconnaître ce qui est raciste de ce qui est pas raciste en ce moment à cause de la gauche extrémiste qui vient foutre la merde là-dedans, puis qui vient dire que des comportements qui ne sont pas racistes, par exemple, porter des dreadlocks, sont racistes et de l'appropriation culturelle. Donc, on est tout mêlé là-dedans. Mais moi, la distinction que je ferais justement, l'immigration, le fait de limiter l'immigration, le fait de vouloir limiter l'immigration, on considère ça comme étant une vision raciste. Moi, je suis pas d'accord avec ça. C'est pas l'immigration qu'il faut regarder, c'est vraiment la façon de traiter le peuple actuel, que ce soit des immigrants ou pas, que ce soit des étrangers ou pas, qui font partie d'un groupe social minoritaire. Donc, cette façon qu'a l'État de traiter sa population qui est minoritaire, est-ce qu'elle est juste? Est-ce qu'elle est discriminatoire? Donc, ton exemple de soupe populaire, ça montre un comportement qui est répréhensible, un comportement, bon, possiblement d'extrême droite. Donc, c'est pas l'immigration, c'est pas le statut sur l'immigration qui est problématique, c'est carrément la façon de traiter le peuple actuel et qu'on augmente l'immigration ou pas, ça, c'est une question politique plus que de racisme ou de discrimination. Donc, c'est libre à un pays souverain là, de décider du statut de son immigration. On peut questionner le statut de l'immigration, mais on ne peut pas établir que c'est du racisme pur et dur. Donc, c'est vraiment comment l'État va traiter son peuple qui va définir, là, puis comment l'État accepte que la branche d'extrême droite traite le peuple qui va définir justement là, si c'est du racisme ou pas. C'est particulier comment l'un et l'autre, l'extrême gauche et l'extrême droite, se répondent. On dit aussi que l'extrême droite en Europe vienne toucher beaucoup plus le discours ouvrier. Ce qui est particulier, par exemple, les syndicats allemands sont de plus en plus, même, il y a beaucoup de discours racistes également, mais il y a beaucoup de discours qui sont anti-immigration. Et là, le bassin d'électeurs d'extrême gauche deviennent de l'extrême droite. Les deux sont très, tu sais, on appelait le parti nazi, le NSDAP, le National Socialist, je me souviens plus. Bref, le Parti national socialiste ouvrier allemand. Alors, socialiste, ouvrier. On va rejoindre qui? On va rejoindre l'ouvrier blanc au lieu de l'ouvrier tout court. Donc, forcément, les discours se rejoignent aussi. Et ils se répondent, ils réagissent contre eux. Des fois, je sais pas si c'est des éclairs de génie ou des éclairs de folie ou des éclairs de délire que je suis seul chez nous et je me fais des scénarios. Les auditeurs jugeront, je m'en fous un peu. Les insectes polarisateurs. Alors, je m'explique. On parle d'insectes pollinisateurs quand on voit que c'est utile aux plantes pour pouvoir se procréer, etc., pouvoir faire en sorte qu'on respire tous, donc les abeilles, c'est important. Mais c'est pas ça que je veux dire. Polarisateurs. Les polémistes. Pas les assholes, qui je veux dire, les trolls ou les gens qui ont besoin de provoquer pour provoquer. Non. Les gens qui réfléchissent et qui provoquent pour initier à la réflexion. On se dit polémistes tous les deux. Pourquoi? Pourquoi Jenny? Pourquoi le blaireau? Je sais pas si on va couper ça. Pourquoi le blaireau est-il polémiste? Pourquoi le badger est polémiste? Pourquoi l'espèce de gars qui a une voix nasillarde que vous entendez présentement, pas présentement ou plus tard, qui a une voix nasillarde, est polémiste? Pourquoi? Philosophons un peu en cette fin d'émission en se demandant justement
En tant qu'insecte polarisateur, que peut-on apporter à cette droite extrémiste et à cette gauche extrémiste? On essaye de mettre un peu de sens là-dedans. On essaie d'adopter des positions qui sont un peu plus controversées. Par exemple, à l'avenir, là, dans une prochaine émission, j'aimerais parler de l'avortement, qui est ma prise de position la plus controversée, justement. Comment on peut, moi c'est ça qui me fascine et qui m'engage à le faire, comment on peut prendre une position, une opinion qui est hyper controversée et la rendre envisageable, la rendre non extrémiste et la rendre justement propice à une discussion. Donc c'est ça qui me fascine. N'importe quelle position, qu'elle soit là, à l'extrême d'un continuum ou qu'elle soit pas considérée par la majorité des gens, n'importe quelle position se considère et se discute. Et ça, on a tendance à le perdre de plus en plus, donc on discute de moins en moins parce que la défensive embarque à partir de la 3e phrase sur Internet, par exemple, puis ça devient des attaques personnelles. Donc nous, on essaie de ramener tout ça aux idées, aux opinions, n'importe quelle soit-elle. Donc si j'ai une discussion éventuellement avec un raciste pur et dur, ben, il y a moyen de virer ça à la discussion et de s'éloigner un petit peu de la violence et de ramener tout ça à une discussion. Donc moi, c'est comme ça que je vois ça. C'est peut-être pas très clair parce que, chers auditeurs, il est 4h moins le quart du matin. Donc on commence à être gullibles. Et toi, mon cher corbeau de nuit, comment entrevois-tu notre rôle en tant qu'insecte polarisateur? Quel genre de petites fleurs on va polariser et pourquoi on va polariser des petites fleurs? Est-ce que ça n'a pas rapport, man? What? What the fuck did I just say, man? Je veux pas couper ce rire-là au montage parce qu'il est très honnête. Ben moi je me dirais, je suis un gros bourdon, non seulement parce que j'ai un gros ventre, que je dois perdre cet été, mais je vole de façon très libre. Je me dégage de toute conviction. Les gens me prêteront des intentions, me prêteront des idées, mais je m'en fous. Ce qui me dit distance d'un troll, finalement, c'est pas pour provoquer, mais quand j'entends quelqu'un d'extrême gauche, j'ai envie d'être extrême droite. Quand j'entends quelqu'un d'être extrême droite, j'ai envie d'être extrême gauche. Mais je suis ni un ni l'autre. Mais non. J'entends des gens trop bien intentionnés parler, beaucoup trop de manière condescendante. Et moi, je suis un peu sadique. Et je vais me mettre à débattre. Pourquoi débattre, hein? Pour faire entendre son point de vue, pour devoir ancrer l'idée dans... Non. Tu sais, Socrate disait connais-toi toi-même, etc., etc. Bon, on parle de philosophie, là, mais je ne veux pas m'en aller là-dedans. Là. Mais peux-tu connaître ta position, définis ta position, réfléchis, bordel, mais réfléchis. Qu'est-ce que tu veux nous dire, mais pourquoi tu le dis? Et souvent, bon, quand on a des convictions, on veut que les autres ont la même que la nôtre. Mais j'en ai pas de conviction. Je suis convaincu de rien. Non pas parce que je suis mou, mais parce que je suis sceptique. Est-ce que j'ai le droit de ne pas avoir d'opinion aussi? Je peux bien ne pas avoir d'opinion. Sur l'avortement, on pourra en parler à la prochaine émission. Ça va être beaucoup plus des questions que des réponses, je veux dire. Notre rôle, essentiellement, le Badger and the Raven, le blaireau et le corbeau, là, c'est... On parle de tout et de rien dans des émissions nocturnes. On s'insurge ou on s'insurge pas, on se questionne ou pas, on essaie d'analyser, on essaie d'avoir une grille d'analyse qui s'essaie du moins scientifique, ou du moins notre impression, mais on se dit pas le siège du savoir universel, là, bordel de merde. Moi, j'ai eu une famille extraordinaire qui me permettait de parler, qui me permettait d'être libre, et les autres ne s'insultaient pas, etc. Donc j'ai eu à vivre dans une famille qui m'a laissé parler. Et moi, je laissais parler les autres. J'arrive dans une société où ce que les autres ne se laissent pas parler, se coupent et s'insultent. En effet, ça fait une petite distorsion là, avec ce que tu as vécu dans ta famille. Puis moi, j'étais fille unique, mais je suis toujours fille unique. Puis je déblatérais beaucoup. Mes parents aimaient ça m'entendre parler, ils me laissaient un peu trop parler, justement.
Et oui, en effet, ça déteint un peu sur notre personnalité, bien sûr, le type d'éducation que nous avons reçu. Et c'est ça. Donc, pour le mot de la fin, c'est déjà la fin. On a déjà du matériel de ramasser en masse. Donc, j'aimerais que tu me dises le mot de la fin. C'est les Rangers ou les Capitals qui vont gagner, Zéry? Hein? Ah, mon garçon? Tu sais, on parle pas de la mother of all bombs ici, là. On n'est pas dans un contexte hyper sérieux et stressant. Fait que tu peux répondre à ma question. C'est-tu les Capitals ou c'est les Washington? Oh! Non, c'est-tu les Capitals ou c'est les Rangers qui vont gagner la coupe? On peut se laisser là-dessus. Songeons. Richard Latendresse, c'est épouvantable. Non, mais écoute. Quand un journaliste du Québec paraît plus fou que le président lui-même, là, en tout cas, ben ma foi, je dirais que c'est Washington qui va gagner la coupe. Washington qui est extraordinaire. Puis il y a eu Ovechkin. Moi, c'est Ovechkin mon préféré à l'époque. J'y ai là encore. Je suis nul dans le hockey. Mais je veux dire, ça va être les Capitals. Puis je gagne toujours mes paris, même si je connais pas de quoi je parle. Mais ouais, on parlait de l'actualité avec Richard Latendresse, qui était pas reporter, mais journaliste à la Maison Blanche. Écoute, il a le privilège d'être là. Puis il envoie cette question-là au président des États-Unis. Je veux dire que ce soit Trump, Obama ou Clinton, on s'en calisse, là. En tout cas, j'ai plus de mots à dire là-dessus. Les Capitals vont gagner la coupe. En tout cas, ben sur ce, bonne journée, bonne soirée, bonne matinée. Écoutez, tout dépendamment de l'heure où ce que vous nous écoutez, vous nous écouterez, en tout cas, on est fatigué. Là. Voilà. Le mot de la fin étant banane. Ça va être la fin. Voilà. Merci. Merci pour cet excellent mot de la fin. Je me souviens de la première émission, c'était le mot palourde. J'ai bien aimé ça. Donc, on voit que tu as une thématique alimentaire, gastronomique assez forte. Je vous remercie, chers auditeurs, d'avoir été à l'écoute pour cette troisième émission du Blaireau et du Corbeau. On se retrouve une prochaine fois, je dirais bien la semaine prochaine, mais c'est variable selon nos horaires. Donc, si vous avez des commentaires ou quoi que ce soit à émettre, émettez-les dans les commentaires YouTube et on travaille encore à améliorer justement là, nos plateformes pour que ça atteigne des gens. Donc parlez-en en bien, en mal, parlez-en quand même et on se retrouve dans la prochaine émission. Merci, au revoir.